Bonjour à tous. Dans ce chapitre, nous allons quitter le monde de la physique des hautes énergies et la physique relativiste pour nous intéresser au comportement des champs électromagnétiques dans la matière. Avant de nous intéresser à proprement parler à ce problème, nous allons commencer par quelques rappels d'électrostatique et de magnétostatique afin que nous soyons tous à peu près à la même page. Alors, vous le savez tous probablement, l'électrostatique est régi par deux équations, donc qui sont les équations de Maxwell pour le champ électrique en régime statique, c'est-à-dire divergence E égale ρ sur epsilon 0, et rotation L de E égale à 0. On a annulé le terme en dérombé sur déronté, puisque l'on fait l'hypothèse que les champs, les charges et les courants sont statiques, et donc il n'y a pas de dépendance temporelle du champ magnétique. Donc cette équation peut se réécrire sous la forme, ce système d'équations peut se réécrire sous la forme d'une équation pour un champ scalaire, puisque du fait de rotation L de E égale à 0, eh bien, vous savez que l'on peut trouver un potentiel scalaire V tel que E égale moins gradient de V, donc là aussi il n'y a pas de moins d-A sur d-T, puisqu'on se place dans un régime statique. Et si l'on injecte cette expression dans l'équation de Maxwell-Gauss, divergence E égale ρ sur epsilon 0, eh bien, on obtient que le potentiel scalaire V, solution de l'équation de Poisson, laplacien V, égale moins ρ sur epsilon 0. Alors, cette équation de Poisson, elle a la forme générale suivante, c'est le Laplacien d'une fonction inconnue est égal à U de R, un terme source. Et comme c'est une équation que nous allons retrouver en de multiples occasions, je voudrais commencer par en discuter un certain nombre de propriétés mathématiques. Alors la première propriété qui est très importante, c'est que si on suppose que cette équation est définie sur un domaine D, dès que l'on se donne une condition au bord, tel que f restreint au bord du domaine D est égal à V de R, eh bien la solution est unique. Donc dit autrement, on se donne le domaine D comme ceci, on se fixe le bord du domaine D, et on fait l'hypothèse que f sur ce domaine D est égal à V de R. Alors imaginons que l'on trouve deux solutions de Laplacien de f est égal à U, donc f1 et f2, avec donc f1 restreint au bord de D est égal à f2 restreint au bord de D est égal à V. Ce que l'on voit, c'est que si l'on fait la différence entre ces deux équations, on a que Laplacien de f1 moins f2 est égal à 0, et que f1 moins f2 restreint au bord de D est égal à 0. Donc cela signifie que la solution générale de cette équation-là, f, se met sous la forme d'une solution f1, une solution particulière, plus delta f, tel que delta f soit solution de l'équation Laplacien de delta f est égal à 0, et delta f restreint au bord de D est égal à 0. Donc pour garantir l'unicité de l'équation de Poisson, avec une condition au bord fixé, il faut montrer que les solutions de l'équation de Poisson sans second membre, c'est-à-dire Laplacien de delta f égale à 0 et delta f restreint au bord de D égale à 0, sont uniques et sont uniquement delta f est égal à 0. Donc, pour montrer l'unicité, nous allons restreindre le problème au système d'équation suivant, Laplacien de f égale à 0 et f restreint au domaine au bord de D est égal à 0. Et donc nous désirons montrer que ces équations ont une unique solution qui est f, la solution triviale f égale à 0. Donc pour ceci, nous allons introduire une fonctionnelle f qui opère sur petit f, qui est l'intégrale sur tout le domaine D de f fois le Laplacien de f. Alors clairement, ce que l'on voit, c'est que pour une solution de l'équation de Poisson, la fonctionnelle qui opère sur f est égale à 0. Alors si j'écris le Laplacien sous forme tensorielle, c'est d rond i fois d rond i, donc de nouveau, je ne fais pas de distinction entre composantes covariantes et contravariantes dans l'espace euclidien. F, Laplacien de f, va s'écrire comme f fois d rond i de f. Ce que l'on peut aussi écrire comme d rond i de f d rond i de f moins d rond i de f fois d rond i de f. Ici,
ce que l'on obtient, c'est la divergence de f fois le gradient de f. Et moins, ici, le gradient de f au carré. Donc je vois que l'intégrale de f laplacien de f, sur le domaine D, va pouvoir s'écrire comme l'intégrale de la divergence de f gradient de f fois d3r sur le domaine D, moins l'intégrale sur d3r du gradient de f au carré. Or, d'après le terme de Saugradsky, je peux transformer le premier terme en intégrale de surface, donc c'est une intégrale sur le bord de D, de f gradient de f fois d2s, moins l'intégrale sur tout le domaine D, du gradient de f au carré. Or, ce que l'on sait, c'est que sur le bord de D, f est égal à 0, donc le premier terme ici est égal à 0. Et donc nous obtenons que, puisque l'intégrale de f laplacien de f est égale à 0, que 0 est égal à moins l'intégrale sur tout l'espace du gradient de f au carré. Or, comme gradient de f au carré est une fonction qui est positive, ceci signifie que gradient de f au carré est égal à 0 en tout point de D, et donc que f, donc le gradient de f est lui-même égal à 0, et donc que f est une constante. Or, on sait que f égale à 0 sur le bord de D, ce qui prouve que f est égal à 0 sur tout D. Donc nous avons effectivement montré que la fonction f est strictement égale à 0, ce qui démontre l'unicité des solutions de l'équation de Poisson. Alors maintenant, une fois que nous avons les solutions de cette équation, ce que nous allons faire, c'est essayer de trouver, il nous suffit d'exhiber une seule solution pour avoir la solution générale de cette équation-ci. Alors, avant de nous intéresser à la solution générale pour une fonction u ici quelconque, nous allons calculer ce qu'on appelle la fonction de Green du problème, c'est-à-dire la fonction g qui est solution de Laplacien de g est égal à delta r, c'est-à-dire dans lequel on va prendre un u de r qui est simplement un Dirac. Si je prends l'analogie avec l'équation du potentiel électrostatique, cela revient à chercher les solutions, le potentiel électrostatique pour une charge ponctuelle, c'est-à-dire qui est localisée en R égale à 0. Et une charge 1, puisque l'intégrale sur tout l'espace de delta de R est égale à 1. Et ensuite, par linéarité des solutions des équations, eh bien, pour une distribution quelconque, on va pouvoir considérer que la distribution U de R, ou rho de R, comme vous préférez, est constituée d'une distribution continue de charges ponctuelles, et nous allons pouvoir, comme ceci, en déduire les solutions de l'équation dans le cadre général, en sommant les solutions pour les charges ponctuelles. Alors, d'après cette interprétation-ci, que G n'est rien d'autre que la solution de l'équation de Poisson, mais pour une charge ponctuelle, on en déduit intuitivement que G doit se comporter comme 1 sur R. Et ce que nous allons montrer, c'est que plus précisément, G va être égal à moins 1 sur 4pi, moins 1 sur 4pi R. Donc nous voulons montrer que le Laplacien de G est égal à... chercher G tel que Laplacien de G est égal à delta de R. Si R est différent de 0, eh bien nous avons que Laplacien de G est égal à 0. Par symétrie, on va chercher G sous la forme d'une fonction de R uniquement. De nouveau, ce n'est pas restrictif, puisque ce que l'on a vu, c'était que les solutions de l'équation de Poisson étaient uniques. Alors si je trouve une solution qui est isotrope, eh bien je sais que ce sera la seule solution à mon problème. Et à ce moment-là, si vous écrivez l'expression du Laplacien en coordonnées sphériques, ce que vous voyez, c'est que ce Laplacien va s'écrire comme 1 sur R fois la dérivée seconde par rapport à R de RG est égal à 0. Donc ceci c'est un texte en difficulté, et on trouve que RG est égal à AR plus B, et donc G est égal à A plus BR. Si j'impose comme condition limite d'avoir G tendant vers 0 à l'infini, à ce moment-là, A est égal à 0, et donc G est égal à B sur R. Donc il faut à présent trouver la valeur de la constante B. Donc pour ceci, il faut résoudre, enfin il faut simplifier ce qui va se passer au voisinage de R est égal à 0.
Et donc pour ceci, il faut revenir à la définition de ce que c'est qu'une dérivée au sens des distributions. Vous vous souvenez que quand vous avez une distribution t qui agit sur une fonction d'fc phi, vous pouvez définir la dérivée de t par rapport à ses coordonnées par dt sur dx, par exemple, qui opère sur phi, c'est moins t qui opère sur dφ sur dx. Donc ici, on va pouvoir définir l'action de Laplacien de g sur une fonction d'essai f comme étant, eh bien, je fais opérer deux fois l'opérateur de dérivation, comme g qui opère sur Laplacien de f. Donc f, je vous rappelle, hein, dans les distributions, est une fonction qui est complètement régulière, et donc Laplacien de g qui opère sur f va être égal à l'intégrale sur d3r de g de r fois le Laplacien de f. G de r se comporte en 1 sur r, en r tendant vers 0, donc il pourrait y avoir potentiellement une divergence à l'origine, mais du fait du jacobien ici, d3r en fait se comporte comme r carré dr fois des intégrales angulaires, et vous voyez que r carré sur r va donner r dr, et donc cette fonction est complètement intégrable à l'origine, il n'y a pas de singularité à l'origine. Donc nous allons intégrer cette expression par partie, mais on va faire en sorte d'éviter l'origine, donc on va dire que ceci, de nouveau comme c'est régulier à l'origine, c'est la limite quand epsilon tend vers 0 de l'intégrale pour r plus grand que epsilon de g de r fois le Laplacien de f. Donc comme ici je comporte des r plus grands que epsilon, avec epsilon strictement positif, eh bien je sais que g de r va prendre à ce moment-là la forme b sur r que j'ai trouvé là-dedans. Donc ce que nous allons faire, c'est raisonner un petit peu comme nous l'avons fait pour démontrer l'unicité des solutions de l'équation de Poisson. Nous allons intégrer par partie ce terme-ci, en écrivant que ceci n'est rien d'autre que la divergence de g fois le gradient de f moins le gradient de g fois le gradient de f. Pour obtenir cette expression-là, on procède exactement de la même façon que dans la partie sur l'équation de Poisson. Et on en déduit donc que le Laplacien de g qui opère sur f va être égal à l'intégrale sur tout l'espace de la divergence de g gradient de f moins l'intégrale sur tout l'espace du gradient de g fois gradient de f, donc ici avec toujours r plus grand que epsilon et r plus grand que epsilon. Donc ceci va s'écrire comme une intégrale de surface, donc j'ai mon espace comme ceci, x, y, z, et j'exclus cette partie-ci dans l'intégrale, donc ça veut dire que je vais intégrer partout, sauf sur la petite boule de rayon epsilon. Donc ceci va se transformer à l'aide du théorème de Stokowski en intégrale de surface de g gradient de f, donc sur la surface extérieure de mon domaine, c'est-à-dire la sphère de rayon r égale epsilon, moins donc l'intégrale sur tout l'espace de gradient de g fois gradient de f. Sur cette surface, sur cette sphère de taille epsilon, eh bien, d2s va varier comme epsilon carré, et g va donc varier comme 1 sur epsilon. Donc ce terme-là va varier comme epsilon, qui tend vers 0 quand epsilon tend vers 0. Donc ça veut dire que dans la limite epsilon tendant vers 0, le premier terme, le terme tout intégré, va disparaître et ne va pas contribuer au calcul du Laplacien. Donc nous restons avec ce terme-ci, que l'on va une nouvelle fois intégrer par partie, en disant que ceci va être égal à moins l'intégrale sur tout l'espace, pour r plus grand que epsilon, du gradient de g fois f, plus l'intégrale sur tout l'espace, pour r plus grand qu'epsilon, du Laplacien de g fois f. Alors, dans ce terme-ci, le second terme est trivialement nul, puisque nous avons vu que pour r différent de 0, Laplacien g était solution de l'équation Laplacien de g égale à 0. Donc ceci va être strictement égal à 0. Et donc de nouveau, nous allons transformer le premier terme en une intégrale en surface, en disant que ceci va être égal à moins l'intégrale sur d2s pour r strictement égal à epsilon du gradient de g fois f. Alors, l'intégrand va se mettre de la forme suivante. Donc nous allons avoir une intégrale
de epsilon carré fois UR fois D2 oméga. Je prends pour vecteur normal moins UR, puisque la normale à cette surface-ci est une normale qui est sortante et donc qui se dirige vers l'origine, puisque le domaine d'intégration sur lequel nous avons intégré, c'est le domaine tout à l'extérieur de la petite sphère ici. Donc le vecteur normal, c'est le vecteur moins UR. Le gradient de G, eh bien, ceci va être égal à moins B sur R carré, donc R valant epsilon moins B sur epsilon carré U de R. Et puisque on est à epsilon proche de 0, on peut remplacer f de R par sa valeur en 0, c'est-à-dire f de 0. Et donc nous voyons que si l'on intègre, le UR scalaire ER va donner 1, il n'y a pas de dépendance angulaire, les epsilon carrés vont s'en aller, et donc nous obtenons moins 4pi B fois f de 0. Comme par ailleurs, le Laplacien de G, c'est le Dirac qui opère sur f, ceci doit être égal à simplement f de 0. Et donc si j'identifie ces deux expressions ici et là, je vois que nécessairement B doit être égal à moins 1 sur 4pi, qui est le résultat annoncé. Nous voyons que la fonction de Green, donc de l'équation de Poisson, est égale à moins 1 sur 4pi. B sur R, c'est-à-dire moins 1 sur 4pi. Donc comme annoncé, grâce à cette solution de l'équation de Poisson, nous allons pouvoir déduire la solution générale donc, de l'équation de Poisson ici, comme le produit de convolution de la fonction de Green avec le terme source U. Ou plus explicitement, f de R va être égal à moins 1 sur 4pi fois l'intégrale de D3R' de U de R' fois G de R moins R'. Donc la démonstration en est relativement simple, puisque de nouveau, nous avons la garantie de l'unicité, il nous suffit d'exhiber une solution pour résoudre le problème, et donc nous en exhibons une explicitement ici. Donc je considère f de R qui est donc le produit de convolution de G avec U, donc c'est plus explicitement l'intégrale sur D3R' de G de R moins R' fois U de R'. Donc on va calculer le Laplacien de f. Le Laplacien de f, donc il faut faire attention, il va opérer sur R, la variable R, donc je peux l'insérer à l'intérieur de l'intégrale, ça va être l'intégrale sur D3R' du Laplacien par rapport à R de G de R moins R' fois U de R'. Donc le Laplacien n'opère que sur G, puisque U n'a pas de dépendance à R, il n'a de dépendance que par rapport à R'. Or, ce que l'on sait, c'est le Laplacien de G est égal au Dirac, donc ceci doit être égal à delta de R moins R'. Et donc si j'intègre par rapport à R', le Dirac va sélectionner R égale R', et donc je vois bien que le Laplacien de f est égal à U de R, qui est la condition que l'on demandait. Donc nous avons bien trouvé la solution pour l'équation de Poisson. Solution formelle à l'aide de la fonction de Green et de la source U de R. Alors de là, nous pouvons en déduire le champ électrique, puisque le champ électrique E est égal à moins gradient de V. Donc nous venons de voir finalement que V de R se mettait nécessairement sous la forme 1 sur 4pi epsilon 0 fois l'intégrale de D3R' de ρ de R' sur R moins R'. Donc je prends pour U la fonction ρ sur epsilon 0, moins ρ sur epsilon 0. Et donc si je veux calculer le champ électrique, il faut faire attention que je vais le calculer en R, donc je prends le gradient par rapport à la variable R, donc E au point R est égal à moins 1 sur 4pi epsilon 0 fois l'intégrale de D3R', ρ de R', fois le gradient par rapport à R de 1 sur R moins R'. Donc ce gradient, on peut le calculer sans difficulté en prenant pour l'origine R'.
et donc on le calcule comme d'habitude en coordonnées sphériques, et ce que l'on obtient, c'est que ceci est égal à moins R-R' sur R-R' au cube. Si vous voulez, c'est le vecteur radial porté par R-R', qui a pour module 1 sur 1 R' au carré. Et donc si je simplifie tout ceci par moins, j'obtiens la formule qui est annoncée juste là-haut, qui est que ceci est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale de D3R', rho de R' fois R-R' sur R-R' au cube. Donc on retrouve la formule bien connue pour le champ électrique. Alors une propriété importante des champs électriques, ce sont les conditions de passage lorsque l'on a des distributions surfaciques, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que l'on a comme ceci une surface, que je notais sigma 0, et qui porte une charge sigma, et ce que vous savez probablement, c'est que le champ électrique subit une discontinuité partielle à la traversée de cette surface, puisque la composante tangentielle du champ électrique va être continue, alors que la composante normale va être discontinue, et cette discontinuité va être proportionnelle à sigma. Donc pour démontrer ceci, je fais la démonstration que dans le cas de la composante normale, la composante tangentielle se démontrera à peu près de la même façon. Donc on imagine que l'on a donc cette surface sigma 0, ici, comme ceci, et on va considérer une surface de contrôle qui va être comme ceci, qui va passer de part et d'autre de sigma. Dans cette surface de contrôle, donc il y a une région 2 au-dessus de sigma 0, une région 1 en dessous de sigma 0, et donc on va appeler sigma 2 la partie de cette surface au-dessus de sigma 0, et sigma 1 la partie en dessous. Et donc d'après le théorème de Gauss, le flux de E ds sur sigma 1 union sigma 2 va être égal à l'intégrale de la charge à l'intérieur, sur epsilon 0, à l'intérieur du volume enserré par sigma et sigma 2, et donc c'est la distribution de charge ici, donc qui va être égale à l'intégrale sur d2s de sigma sur epsilon 0, et l'intégrale se faisant donc sur, on va dire, sigma 0. Si on dit que sigma 0 c'est la restriction comme ceci, si on dit que sigma 0 c'est donc cette partie-ci. Bon, sans sigma 0 cette partie-ci là. Alors à présent, on va considérer sigma plus cette surface ici juste au-dessus de sigma 0 et sigma moins la même surface mais juste en dessous de sigma 0. Comme il n'y a, enfin si on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de distribution de charge au-dessus de sigma 0 et en dessous, l'intégrale sur sigma 2 union sigma plus de E ds va être égale à 0. Et donc ça veut dire que l'intégrale sur sigma 2, le flux de sigma 2 va être égal à moins le flux de EDS sur sigma plus. De la même façon, le flux de EDS va être égal à moins le flux de EDS sur sigma moins. Ce qui signifie que si l'on regarde l'expression précédente, on va avoir que moins l'intégrale de EDS sur sigma plus, moins l'intégrale de EDS sur sigma moins est égal à l'intégrale de D2S de sigma sur epsilon 0. Donc là, maintenant, il reste juste à orienter notre surface sigma 0, puisque à la limite sigma 0 et sigma plus sont identiques. Donc on va ici avoir une normale n qui va pointer de 1 vers 2. On va appeler E plus le champ ici, juste au-dessus de sigma 0, E moins le champ juste en dessous de sigma 0. Donc ce qui fait que l'intégrale que l'on a calculée ici, donc
sur sigma plus, on va avoir l'intégrale de E plus n ds sur sigma 0, moins l'intégrale de E moins n ds sur sigma 0 est égal à l'intégrale de d2s de sigma sur epsilon 0, intégrée sur sigma 0. Et donc on en déduit que l'intégrale de delta E scalaire n sur sigma 0 ds est égale à l'intégrale de d2s sigma sur epsilon 0, intégrée sur sigma 0. Or, cette identité est vraie quelle que soit la surface sigma 0 que l'on choisit sur la distribution surfacique. Cela signifie que les intégrants sont identiques, et donc on en déduit que delta E scalaire n est égal à sigma sur epsilon 0, autrement dit, la discontinuité de la composante normale du champ électrique est égale à sigma divisé par epsilon 0. Alors pour démontrer la continuité de la composante tangentielle, on peut procéder de la même façon, non pas en utilisant le théorème de Strogarsky et une intégrale de surface, mais en utilisant le théorème de Stokes et une intégrale de contour sur un contour qui va enjamber la surface de contrôle sur laquelle est la distribution de charge. Alors comme nous le verrons, la notion de dipôle électrique va jouer un rôle prépondérant dans la description du comportement de la matière sous l'action d'un champ électromagnétique, et c'est pour cela que je voudrais revenir un petit peu sur la notion de développement dipolaire et plus généralement développement multipolaire dans ce qui suit. Donc, vous savez que le champ dipolaire, c'est le champ d'une distribution à longue distance, et donc on va s'intéresser au comportement général des solutions de l'équation de Poisson lorsque la distance entre le point d'observation et la distribution elle-même devient grande. Donc l'idée c'est, on part de ce développement-ci, donc qui est le développement de 1 sur R moins R' en puissance de R, donc on suppose que R' est fixé et R tend vers l'infini, et ce développement s'obtient de façon assez simple en disant que 1 sur R moins R', c'est 1 sur racine de R moins R' au carré, et on va développer le carré en disant que ça c'est R carré moins 2 R' scalaire R plus R' carré, et on va donc développer la racine. Donc pour ceci on va juste mettre 1 sur R en facteur en disant que c'est racine de 1 moins 2 R' scalaire R sur R2 plus R' au carré divisé par R2. Donc on reconnaît quelque chose de la forme 1 sur racine de 1 plus epsilon, qu'on va donc développer en puissance de 1 sur epsilon, et donc on va avoir 1 sur R, multiplié par 1 plus R' scalaire R sur R carré. Donc ça c'est le terme en 1 plus epsilon sur 2. Donc si j'incorpore les termes d'ordre 2 en R', je vais avoir un moins R' carré sur 2R2. Mais si maintenant je garde ces termes en R' carré, eh bien ça veut dire qu'il faut que j'inclue aussi les termes en R' scalaire R à l'ordre 2. Et donc ceci va me donner un plus 3 huitièmes. Donc le 3 huitièmes provient du 1,5 de 1 sur factoriel 2, et puis un 1,5 fois 3,5 qui provient des puissances successives de 1 sur racine de epsilon. Fois moins 2 R' scalaire R sur R carré au carré, etc., etc. Et donc on retrouve exactement l'expression que j'avais écrite ici. Donc si j'incorpore ceci dans l'expression du potentiel, donc le potentiel lui-même s'écrit comme V de R est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale sur d3R' de ρ de R' divisé par R moins R'. Et donc que l'on développe pour les grandes valeurs de R, ceci va être égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale de d3R' de ρ de R', et donc multiplié par différents termes que l'on a rencontrés, 1 sur R plus R' scalaire R sur R3 plus donc 3,5 de R' scalaire R au carré divisé par R4
moins R' carré divisé par 2R2. Et donc si je sors les R qui ne contribuent pas à l'intégrale, ceci va s'écrire pour un premier terme 1 sur 4pi epsilon 0 R fois l'intégrale des 3R' fois ρ de R'. Donc ça correspond au premier terme qui est ici, donc je sors le R de l'intégrale. Et donc ça, je reconnais un terme qu'on va appeler monopolaire, où ceci n'est rien d'autre que la charge totale de la distribution. Et donc on voit qu'à longue distance, le potentiel de la charge se comporte comme le potentiel d'une charge ponctuelle, Q, et décroît donc comme 1 sur R. Le terme suivant se met de la forme suivante, sous la forme suivante, 1 sur 4pi epsilon 0 R3 fois R fois l'intégrale de ce vecteur-ci, l'intégrale de ρ de R' fois R'. Donc si je regarde l'allure de ce terme-ci, ici j'ai une charge élémentaire, et ici j'ai le vecteur associé à la position de cette charge. Donc c'est une espèce de barycentre des charges. Et la somme des R fois la charge en R, ce n'est rien d'autre que le dipôle électrostatique de la distribution. Si vous prenez une distribution avec deux charges que vous connaissez bien, c'est exactement ce genre d'expression que vous allez rencontrer. Donc ici, on a un terme qui est dipolaire en P scalaire R sur 4pi epsilon 0 R3, donc le potentiel électrostatique dipolaire dont vous avez l'habitude. Le dernier terme est probablement plus inhabituel pour vous, se met sous la forme plus 1 sur 8pi, donc epsilon 0 R5, fois l'intégrale sur D3R', donc de ρ de R' fois R' scalaire R au carré, fois 3, moins R' carré fois R2. Alors, ce terme-là peut s'écrire de la façon suivante. Si j'introduis donc si j'introduis une notation tensorielle, ceci va s'écrire comme x'I xi, donc un produit scalaire entre le vecteur R' et le vecteur R, fois x'J xj, donc c'est la même chose au carré. Et ceci s'écrit bien entendu xi xi, donc le produit scalaire de x avec x, que je peux aussi écrire comme xi xj fois delta ij. Et donc ce terme-ci va s'écrire sur la forme suivante, 1 sur 8pi epsilon 0 R5 fois xi xj fois l'intégrale sur D3R' de ρ de R' fois 3 x'I x'J moins R' carré delta ij. Donc ici, c'est un tenseur de rang 2 qu'on notait QIJ traditionnellement, qu'on appelle le tenseur, le moment quadrupolaire de la distribution. Et ce moment quadrupolaire de la distribution va correspondre à l'effet de la forme de la distribution. En effet, imaginons que l'on ait une distribution de forme parfaitement sphérique, on sait d'après le théorème de Gauss qu'à l'extérieur de la distribution, eh bien, le champ se comporte comme si on avait une distribution parfaitement sphérique, parfaitement ponctuelle. C'est-à-dire qu'on a un potentiel qui serait strictement en 1 sur R. Si maintenant on suppose par ailleurs que le centre de masse des charges positives et négatives est confondu avec le centre de la distribution, eh bien, il n'y a pas de terme dipolaire, et donc toute déviation dans ce cas-là à la forme parfaitement sphérique va se traduire par ce terme quadrupolaire. Le fait que lorsqu'on n'a pas une distribution parfaitement sphérique, eh bien, on ne doit pas avoir quelque chose qui est parfaitement coulombien, et donc la distribution n'est pas complètement en 1 sur R. Donc, je résume tout ceci, tout ce qu'on vient de dire sur ce transparent-là. Lorsque l'on a une distribution générale, donc si on développe en puissance de R, le premier terme en 1 sur R est le terme monopolaire, qui est associé à la charge totale de la distribution. Le second terme en P scalaire R sur R3, c'est le terme dipolaire, donc comme d'habitude, qui provient du fait que le centre de masse des charges positives et négatives de la distribution ne sont pas forcément confondus. Et ce terme-là, Q, le terme
quadrupolaire, donc Q est donné par cette expression-là, c'est une forme quadratique qui opère sur R, va être associé à la forme de la distribution, et il va être une mesure de la déviation par rapport à la sphéricité parfaite de la distribution. Alors ce terme quadrupolaire, par exemple, il a son utilité quand on regarde la structure des noyaux et l'influence des noyaux, la forme des noyaux, sur les niveaux, par exemple, électroniques. En physique nucléaire, il y a un modèle qui s'appelle le modèle de la goutte liquide, dans lequel on décrit la matière nucléaire comme un fluide incompressible, et du fait du spin du noyau, celui-ci tourne sur lui-même, comme ceci, autour d'un axe de rotation, et exactement comme la Terre, ceci va créer un aplatissement au pôle du noyau. Donc un noyau possédant un spin n'est pas parfaitement sphérique, mais légèrement aplati. Et donc si on regarde le champ électrique associé à ce noyau, eh bien il va avoir une composante quadrupolaire. Et cette composante quadrupolaire va avoir une influence notamment sur la structure hyper fine des atomes. Vous vous souvenez, la structure hyper fine est associée à l'interaction entre le spin entre l'électron et le spin du noyau. Donc le premier effet que vous avez vu, c'est le fait qu'un noyau qui a un spin possède aussi un moment magnétique. Mais ce que l'on vient de voir, c'est qu'un noyau qui a un spin a aussi une composante quadrupolaire qui peut être donc reliée au spin de ce noyau. Et donc ce qu'on peut montrer, c'est que le déplacement hyper fin des niveaux du noyau va être donné par deux termes. Donc un terme de structure hyper fine que vous avez déjà étudié dans le cours de mécanique quantique. Donc vous savez, c'est un terme en I scalaire S avec une constante de couplage A hyper fin qui est donc associé à l'interaction magnétique, dipôle-magnétique entre le noyau et l'électron. Mais donc il y a aussi cette contribution ici, où le B hyper fin ici est directement proportionnel au moment quadrupolaire du noyau, et donc est proportionnel à l'aplatissement du noyau sous l'effet de sa rotation.